Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit cours de première S sur les interactions entre la lumière et la matière. Nous avons vu jusqu'à présent que lorsque la lumière rencontre la matière, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à elle. La première, c'est d'être absorbée et la seconde, c'est d'être diffusée ou reflétée. C'est ainsi que nous avons interprété les phénomènes de couleur des objets, de couleur apparente des objets. Nous avons vu que la lumière, quelle que soit sa fréquence nue, transporte de l'énergie, E égale h nu, h étant une constante, la constante de Planck. Lorsque l'énergie de la radiation est absorbée par l'objet, elle peut être convertie sous différentes formes. Alors par exemple, dans un panneau solaire, l'énergie va servir à faire circuler des électrons libres dans un circuit. Et puis, autre exemple, dans le cadre de la chlorophylle, l'énergie lumineuse absorbée, l'énergie du rayonnement, va servir à produire des molécules, notamment de glucose, lors de la photosynthèse. Cette synthèse de molécules nécessite de l'énergie qui est donc apportée par la lumière. Ce qui est remarquable ici, c'est de bien avoir en tête que toutes les radiations ne sont pas absorbées par les objets. Il y a une sorte de sélection. Nous allons donc voir maintenant pourquoi cette sélection et comment on modélise tout ceci. Alors d'abord, un petit retour sur l'histoire récente de la lumière. À la fin du XIXe siècle, notre seule interprétation de la nature de la lumière repose sur la modélisation par le rayon lumineux. Un rayon lumineux, c'est une radiation. Une radiation a une fréquence nue, et cette fréquence nue est associée à une longueur d'onde lambda. Le lien entre les deux, lambda égale c sur nu, ou nu égale c sur lambda, c'est exactement la même chose. Voilà comment on modélisait jusqu'à ce moment-là la lumière, donc on appelle le modèle ondulatoire de la lumière. La lumière est une onde. Puis arrive 1900, et là on parle de la fameuse catastrophe ultraviolette. Ce terme un petit peu curieux illustre un gros décalage entre la théorie jusque-là admise du caractère ondulatoire de la lumière et le fameux modèle du corps noir que nous avons vu dans une précédente vidéo. Alors pourquoi la catastrophe ultraviolette? Eh bien tout simplement parce que lorsque l'on met un objet à chauffer et qu'on analyse le rayonnement que celui-ci se met à émettre, eh bien on obtient les courbes rouge, verte et bleue sur le graphique qui représente donc l'intensité de chacune des radiations en fonction de leur longueur d'onde. Alors si on essaie d'interpréter et d'expliquer ces courbes à l'aide du modèle ondulatoire de la lumière qui était admis jusque-là, eh bien ça marche à peu près, enfin ça marche même très bien, sauf lorsque les températures s'approchent et commencent à dépasser les 5000 Kelvin. Alors là, c'est là que la catastrophe intervient, puisque cette théorie mène par exemple à 5000 Kelvin à la courbe noire, qui est bien éloignée de la courbe qu'on observe en pratique, qui est en bleu. Et dans cette modélisation ondulatoire, on aurait pour les hautes températures des longueurs d'onde de radiation très très petites, avec une intensité immensément grande, qui ferait par exemple que simplement avoir un feu de bois dans une maison, dans une cheminée, serait extrêmement dangereux par le rayonnement qu'il émettrait, qui serait de l'ordre du rayonnement gamma. Alors la pratique montre que c'est tout à fait absurde, et comme toujours en physique à ce moment-là, eh bien ça veut dire que le modèle qu'on utilise ne permet pas d'interpréter, donc est incorrect pour cette interprétation. C'est à ce moment-là que Max Planck propose une théorie tout à fait révolutionnaire pour l'époque, théorie selon laquelle le corps chaud, donc qui émet des radiations, échange avec l'extérieur des quantas d'énergie. Alors qu'est-ce que ça veut dire des quantas d'énergie? Eh bien que l'énergie échangée lorsque l'objet chauffe sous forme de rayonnement ne prend pas n'importe quelle valeur, mais des valeurs quantifiées sous forme de petits paquets qu'on appelle justement des quantas. C'est un petit peu comme si on considérait que les échanges d'énergie
entre l'objet chaud et l'extérieur sous forme de rayonnement se faisait plutôt que sous la forme d'un liquide s'écoulant d'un récipient à un autre, eh bien, sous forme de petites billes qui passeraient de l'un à l'autre. Le flux d'énergie, du transfert d'énergie se ferait sous forme de petits paquets représentés par les billes. Cette théorie assez révolutionnaire est ensuite validée par Albert Einstein en 1905, suite à des travaux sur ce qu'on appelle l'effet photoélectrique, dont je passerai les détails ici. Et Einstein en arrive à la conclusion que la lumière est elle-même constituée de quanta d'énergie, qu'il appelle les photons, de masse nulle. Et chaque photon transporte l'énergie E égale h nu qu'on connaissait bien jusqu'alors. En quelque sorte, la lumière transporte des petites billes d'énergie, et l'énergie qui est échangée avec la matière est donc sous forme de petites billes, de petits quantas. Alors tout ça c'est bien joli, mais finalement, la lumière c'est une onde ou une particule? Parce qu'on avait vu que comme la lumière se diffracte, a la possibilité de se diffracter, eh bien elle a un caractère ondulatoire. Mais Planck, Einstein et quelques autres nous montrent maintenant que elle peut être considérée comme une particule. Alors qui a raison? En fait, c'est là tout l'intérêt de la physique, c'est que personne n'a vraiment tort ou a raison. En réalité, on utilisera, suivant les démonstrations qu'on veut faire, suivant ce qu'on veut interpréter, eh bien l'un ou l'autre des modèles. Et quand un des deux modèles ne conviendra pas, eh bien on choisira l'autre. Bon, le jour où aucun des deux ne fonctionnera, on essaiera d'en trouver un troisième qui réunifie les deux. Mais actuellement, aucun souci, on arrive toujours à interpréter les phénomènes liés à la lumière avec l'un ou l'autre des modèles. Alors ce début du XXe siècle pour la physique est vraiment fondamental puisque c'est cette théorie des quantas qui est à l'origine de la fameuse mécanique quantique. Alors de cette dualité onde-particule, on retiendra que les transferts d'énergie entre lumière et matière, donc les objets par exemple, ne peuvent se faire que par paquets qu'on appelle les quantas. Alors que se passe-t-il maintenant quand la lumière arrive sur un objet? Et en particulier ici, on va prendre comme objet un objet très petit, très simple, l'atome. Comment modélise-t-on la quantification, la fameuse quantification des échanges d'énergie entre la lumière et par exemple donc un atome? Alors je précise bien qu'il s'agit là encore d'une modélisation, un modèle, donc qui permet d'interpréter ce qu'on observe expérimentalement. Et tant que ce modèle n'est pas remis en cause par d'autres observations, eh bien on le considérera comme valide. Alors on considère qu'un atome, qui comporte des électrons tout autour de son noyau, voit ces électrons capables d'occuper plusieurs niveaux d'énergie différents. Alors ces niveaux d'énergie dépendent d'un point de vue numérique de la nature de l'atome, c'est-à-dire que tous les atomes auront des niveaux d'énergie de valeurs différentes. Par souci de simplification numérique, on exprime en général l'énergie des niveaux électroniques en électronvolts et pas en joules. Alors la conversion est très simple, un électronvolt ça fait 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Ça permet de manipuler des valeurs numériques beaucoup plus simples, et en particulier sans puissance de 10. Alors, nous allons étudier le cas d'un électron. Cet électron se trouve dans l'atome toujours au niveau fondamental, que j'ai appelé ici niveau 1. Alors, je dis toujours, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas, on n'envoie pas sur lui de l'énergie sous forme de rayonnement ou sous une autre forme, mais ici on va parler de rayonnement. L'électron est alors à son plus bas niveau énergétique. Les valeurs numériques ne sont qu'indicatives et elles sont relatives. C'est-à-dire j'ai choisi ici, on a choisi une valeur 0 électronvolt pour le niveau fondamental. On verra que ce n'est pas du tout important, ce qui compte c'est l'écart d'énergie entre les différents niveaux. La référence, le 0 pourrait être placé ailleurs, et on verra d'ailleurs dans certains cas c'est préférable, mais peu importe. Alors supposons qu'on éclaire donc cet atome avec une radiation de fréquence nue, ou alors on peut dire aussi, on envoie un photon de quantum d'énergie E égale h nu. Quantum, c'est simplement le singulier de quanta. Donc on lui envoie de l'énergie, symbolisée de la manière suivante. Eh bien, ce photon va être absorbé par l'électron qui est au niveau fondamental, si et seulement si l'énergie transportée par le photon, E égale h nu, est exactement égale
à l'écart d'énergie entre le niveau fondamental et un niveau supérieur. Alors ici par exemple le niveau 2, c'est-à-dire delta E12 ou delta E12 qui est égal à la différence d'énergie entre le niveau 2 et le niveau 1, c'est-à-dire E2 moins E1. Alors je rappelle que delta signifie variation, différence, et delta E12 c'est toujours l'énergie finale, donc ici niveau 2, moins l'énergie initiale, l'énergie du niveau 1. Alors numériquement, ici, ça donnerait 2,1 moins 0, c'est-à-dire 2,1 électronvolts. Donc si le photon apporte cette énergie, qui est exactement égale à l'énergie qu'il faut à l'électron dans son état fondamental pour passer la marche et passer au niveau 2, eh bien celui-ci va donc passer au niveau 2 et on dit qu'il est dans un niveau excité. Si jamais le photon est un petit peu plus énergétique, donc un peu plus que les 2,1 électronvolts qu'il faut à l'électron pour passer du niveau fondamental au niveau 2, et bien tout simplement il n'y aurait pas cette transition, puisque ça s'appelle comme ça, cette transition électronique, et l'électron ne prendrait pas que l'énergie qu'il lui faut pour passer au niveau 2 et laisserait le reste, non, il ne change pas du tout le niveau. De même, si jamais l'énergie n'était pas suffisante, eh bien il ne passerait pas sur un niveau intermédiaire. Alors supposons maintenant que pour des raisons X ou Y, un électron se trouve à un niveau supérieur, par exemple le niveau 3. Alors ça peut arriver par exemple si l'atome est chauffé très fort et que donc un de ces électrons est excité et soit à un instant T au niveau 3. Eh bien l'atome peut revenir à son état fondamental en faisant revenir l'électron au niveau fondamental, mais là il va avoir deux possibilités. Soit il passe d'abord du niveau 3 au niveau 2 et émet dans ce cas-là une radiation avec grâce à l'écart d'énergie delta E3,2, c'est-à-dire E2 moins E3. Cette énergie étant émise sous forme d'un photon H nu 3,2, c'est-à-dire qu'en changeant de niveau d'énergie, en passant d'un niveau élevé à un niveau plus faible, eh bien l'atome va libérer une radiation. Bien sûr, l'électron peut aussi passer directement du niveau 3 au niveau 1. Et dans ce cas-là, il va permettre l'émission d'une radiation, mais cette fois-ci dont le quantum d'énergie correspondant, delta E3,1, sera différent du précédent. Il sera égal à H fois nu 3,1. Et l'écart d'énergie entre ces deux niveaux étant plus important que le précédent, la radiation correspondante sera plus énergétique, le quantum d'énergie sera plus élevé, ce qui veut dire que la longueur d'onde de l'onde lumineuse émise sera plus petite, l'onde sera plus énergétique. Alors ce raisonnement étant le même pour tous les niveaux d'énergie, on comprendra aisément qu'un atome donné, un atome dans un état excité, pourra émettre plusieurs radiations différentes, de plusieurs longueurs d'onde différentes, de plusieurs fréquences différentes, plusieurs quantums d'énergie différents, mais ces énergies seront toujours égales aux différences d'énergie entre deux niveaux. Et comme ces niveaux sont caractéristiques d'un atome, eh bien chaque atome sera capable d'émettre des radiations particulières qui seront sa signature. De la même façon, dans l'autre sens, chaque atome est capable d'absorber certains quantas d'énergie, mais pas les autres. Là aussi, d'un point de vue absorption, ça représentera leur signature. Par exemple, un atome d'hélium n'absorbera pas les mêmes quantas d'énergie, les mêmes radiations, qu'un atome d'hydrogène, de lithium ou d'aluminium. Voilà, c'est terminé. Je vous conseille, puisque c'est quand même assez dense et un petit peu complexe, de bien regarder tout ça. Ne pas hésiter à repasser cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.